was off today, heading off and bust this down. Slide, 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 come on. Now heading out. Rap, rap. Bonjour, c'est Nicolas d'Indochine. Salut, c'est Stéphane d'Indochine. Bonjour, c'est Dominique d'Indochine. Dès le départ, quoi, dès qu'on a décidé de monter le groupe, enfin que Nicolas, Dominique et Dimitri ont monté le groupe et qu'on a décidé de faire de la scène, le groupe existait même si on n'avait pas de maison de disques, on n'avait pas de public. Du moment que tu montes un groupe, il existe, quoi. C'est pas, on n'attendait pas du tout après le succès qu'on a eu, quoi. C'est vraiment, ça nous est tombé dessus agréablement, quoi. En général, quand un groupe sort une compilation, c'est que le groupe s'arrête. Enfin, d'habitude, c'est comme ça, mais avec Indochine, c'est différent puisque on a des projets. Bon, il y a cette compilation qui est une chose ponctuelle, c'est les 10 ans du groupe, c'est l'anniversaire du groupe. On a divers projets. Le premier projet, c'est une tournée en début 92, février-mars. Et après un album qu'on va enregistrer peut-être après la tournée, qui sortira peut-être en septembre ou octobre 92, si on n'a pas les dates exactes. On change un peu notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on évite de tomber dans cette routine tournée, promotion. Donc là, on a pris du recul, on a changé un peu notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'Indochine, maintenant, il reste 3 personnes, moi, Stéphane et Nicolas. Et donc, c'est une structure qui est ouverte. On est prêt à collaborer avec d'autres musiciens et pour partir vers des choses qu'on n'a peut-être pas pu faire avant ou qu'on n'a pas osé faire, faute de temps avec justement ce cycle de promotion. Depuis l'album Le Baiser, on s'oriente vers une direction, vers faire des choses beaucoup plus live. C'est-à-dire Indochine au début c'était une boîte à rythme et un synthétiseur, une guitare, quoi. Les gens voyaient ça comme ça. Et bon, c'est vrai que maintenant nous on est né avec la technologie et on en a marre de jouer avec les machines ou que les machines jouent avec nous et on veut jouer avec des gens et se faire plaisir. Et donc je pense qu'on n'a plus rien à prouver et nous avant tout, si on continue à faire de la musique, c'est vraiment pour se faire plaisir et je pense qu'on a encore des choses à faire et on veut faire des choses et on va y arriver. On est fiers déjà de nos disques, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on n'a pas remixé nos titres sur cette compilation, c'est parce qu'on est fiers et qu'on n'a pas honte de ce qu'on a fait, pour mettre un peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire que l'Aventurier, quand tu l'écoutes maintenant, ou pour nous, et pour, je pense, pas mal de gens, il n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'il n'est pas démodé ou autre chose, il est peut-être démodé au niveau du son ou autre chose, mais ça reste une sorte de standard. La deuxième fierté, c'est d'avoir réussi à faire revenir toute une sorte de population dans les concerts rock qui était le public jeune. À l'époque des concerts dans les années 70, c'était peut-être bien passé pour le savoir, il y avait vraiment des gens entre 20 et 30 ans, mais jamais ce public qui fait les concerts rock dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire les personnes entre 15 et 25 ans, quoi. Donc ça, mais aussi pas grâce à nous, mais aussi grâce à cette génération des groupes comme Cure, Depeche Mode ou U2, on fait revenir les teenagers dans les salles de rock, quoi. Et ça, c'était vraiment important. C'était pour ça qu'on décidait... En Angleterre, les concerts ont lieu à 7 h du soir. En France, c'était toujours 11 h, minuit. Pour le rock, on a décidé de les faire à 8 h pile, 8 h 30, pour faire venir tous ces gens-là, parce que c'était pour éviter que c'est... Enfin, je veux dire, sinon, la variété aurait prédominé en France. Et la troisième fierté qu'on a à avoir, c'est d'avoir réussi dans 4 pays complètement étrangers, complètement géographiquement et socialement, dans le monde, mais réussi, c'est-à-dire d'avoir montré que le rock français ou certaines musiques françaises pouvaient marcher, comme au Pérou, en Scandinavie, au Canada ou en Allemagne. Mais c'est-à-dire vendre des disques et faire venir des gens, quoi. Quand tu fais à Stockholm 5000 personnes ou au Pérou 45 000, ça prouve que le rock peut exister, le rock français peut exister à l'étranger. Et ce qui n'est pas le cas pour... tout le monde dit, ouais, non, le rock français va envahir le monde, c'est pas vrai, tant qu'il n'y aura pas des... Nous, on s'est battus pour marcher à l'étranger, c'est-à-dire qu'on a rencontré des gens, on a vu des gens qui
aimé notre groupe et qui l'ont fait marcher là-bas. Mais tant qu'il n'y aura pas des gens extérieurs ou des gens dans les maisons de disques en France qui disaient on veut que ce groupe-là soit l'objectif aux États-Unis, ça ne marchera jamais. C'est qu'une question de personnalité et de gens, quoi. Reprocher ça par exemple avec l'album Le Baiser, il y a une chanson comme Mort, donc qui est une des chansons des plus belles de cet album, et les gens ont dit tiens, ils font de la world music parce qu'il y a Mahmoud, un Iranien, qui fait du santour au début, il y a beaucoup d'instruments comme ça, et c'est un peu dommage, nous ça nous a un peu contrarié parce que c'est vrai que toutes ces rencontres n'ont jamais été calculées, ça s'est fait un peu par hasard, donc on avait discuté avec Philippe, et c'est vrai qu'on a rencontré ce mec-là, et c'était pas sûr qu'il veuille jouer, et puis il est venu, et on a mangé avec lui, puis ça s'est bien passé, et il a joué, et c'est vrai que c'est pas pour coller à la mode, puisque de toute façon les modes, il y en a tellement, et donc là on serait en train de faire du rap, on aurait fait des remixes rap, avec Nicolas aurait toasté sur les refrains, donc je pense pas qu'on veuille vraiment coller à la mode, parce qu'Indochine, c'est vrai qu'on a une étiquette de groupe New Wave, parce qu'on a toujours eu, faut toujours mettre des étiquettes sur les groupes, donc c'est pas qu'on veut se défaire de nos étiquettes, mais c'est vrai qu'on nous a taxé d'opportunistes peut-être, mais c'est justement un des regrets du groupe, c'est qu'on a peut-être su, on s'est mal des fois médiatiser, et donc c'est un peu le reproche que, enfin moi je suis un petit peu amer, c'est-à-dire quand je vois des gens qui disent oui maintenant vous voulez faire la world music, c'est pas vrai, Indochine on fait de la musique qu'on a envie de faire, qu'elle soit synthétique, qu'elle soit live, et c'est peut-être par rapport, dans les interviews on a été un petit peu maladroit, on s'est mal exprimé, et c'est peut-être ça qui nous a collé un petit peu derrière. On est avant tout des musiciens, et donc on n'est pas des professionnels de la télévision, et donc c'est pas évident quand tu sors d'un album d'expliquer ce que tu as fait et de bien te faire comprendre. De cœur, bah écoute, on en a parlé, il y a un titre qu'on a beaucoup parlé, c'est Dissidence politique. Pour moi c'est un des titres fétiches parce que ça représente bien la création d'Indochine. C'est un titre qui est que je chante bien, qui est simple, avec un texte un peu provocateur. Après il y a une chanson qui s'appelle Troisième sexe, bon, qui est un peu une chanson piège parce que c'est à cause de ça, de cette chanson, que le groupe a vraiment vendu beaucoup de disques, et après on nous a reproché de vendre des disques. Alors avant on nous en reprochait de ne pas en vendre quand on commençait, mais enfin bon, ça fait partie du jeu. Et puis maintenant, moi, une des dernières chansons d'Indochine, une chanson que j'aime beaucoup, c'est Mort, parce qu'elle est vraiment représentative de l'état d'esprit du groupe. C'est Dissidence politique, c'est les Tsars, c'est Troisième sexe, 3 nuits par semaine. Il y en a énormément que je veux dire. Généralement quand on fait un album, on le réécoute rarement parce qu'on a tellement travaillé en studio. Par contre sur scène, on a énormément de plaisir à les rejouer toutes. Je crois qu'il y en a pas une que j'aime pas, et il y en a beaucoup que j'aime bien. Le dernier titre, La guerre est finie, pour moi il est aussi assez important parce que c'est un des premiers
titre d'une nouvelle période pour nous qui commence. En plus, on l'a signé tous ensemble, on l'a composé tous ensemble d'une façon live, ce qui nous était arrivé assez rarement jusqu'à présent parce qu'on chacun apportait sa mixture différemment. Donc je crois que c'est plus... Je suis très fier de ce qui a été fait de toutes ces chansons, mais je crois que je serai encore plus fier de ce qui va arriver encore maintenant, quoi. Moi j'aime beaucoup 3 nuits par semaine, Dissidence politique, Tes yeux noirs, 7000 danses. J'aimais beaucoup cet album 7000 danses, La Bouddha à faire aussi, qui est un instrumental. Une chanson qu'on terminait aussi dans la dernière tournée qui est Maison perdue, qui moi c'est rarement une chanson me fait... je trouvais que c'était... elle représentait tout à fait ce qu'on avait vécu pendant l'enregistrement de cet album. Et Mort aussi, et puis j'aimais beaucoup Le Baiser aussi. Parce que je trouvais que Le Baiser justement j'avais vraiment envie de remettre sur le papier comment le désir, le geste du baiser en lui-même, et le baiser de Warhol par exemple, le baiser de Rodin ou autre chose, et je suis vraiment trouvé les mots. La rencontre pour nous dans ces années-là, c'était cette rencontre avec lui, de rencontrer quelqu'un, de se rendre compte que c'est quelqu'un qui a quand même 40 ans de plus que toi et qui est sur la même longueur d'onde déjà. C'est-à-dire que tu sens aucun décalage au niveau des goûts musicaux, au niveau des goûts de cinéma, au niveau de plein de choses, des goûts littéraires, des goûts de peinture, avec cette génération, avec notre génération. Et je crois que même s'il était encore là, il aurait été aussi au goût de tous les jours, il aurait peut-être fait du rap, j'en sais rien, mais sans faire un côté, être un opportuniste pour que ça marche, tu vois. C'est qu'il était sincère et intègre. En plus, moi, c'est la dernière fois que je l'ai vu, c'était ici, là au Virgin Megastore. Après, on avait passé une après-midi ensemble, c'était juste un mois avant sa mort. Et c'est quelqu'un qui était, on s'est rendu compte après, qui était très seul. Et il aimait bien avoir des mecs comme nous, passer l'après-midi chez lui, enfin il nous ramenait chez lui, il nous faisait écouter ses pianos, etc. On jouait de temps en temps au piano avec lui, quoi. Donc c'était quelqu'un à qui on pouvait s'attacher très facilement. Quand on est allé le voir pour le tournage des Yeux Noirs, on voulait absolument capter de lui ce qu'il avait fait dans le film Je t'aime moi non plus, qu'on trouvait, pour nous c'est un film culte, qui n'était pas très très connu en France, mais nous qu'on avait adoré. C'est un peu cette émotion un peu violente, un peu sur le côté un peu des gens un peu ni filles ni garçons, etc. C'était un peu cette période-là qu'on voulait capter de lui. Bon, il en a décidé autrement, c'était la vision de Gainsbourg sur Indochine. Alors le tournage c'était effectivement quelque chose d'assez dur parce enfin dur, c'était pas l'usine non plus, mais on était sur des passerelles de 10 mètres de haut, on est resté 15 heures par jour là sur ces passerelles. Quand on est assujetti au vertige comme moi, c'était pas assez rigolo. Et puis à l'époque il était assez, peut-être au niveau du cinéma, peut-être assez mal entouré, des gens n'osaient pas lui dire attention le cadre, etc. Donc forcément il était un peu, il y a de temps en temps où il était pété, mais ça c'est pas très très grave. Mais il est monté plusieurs fois sur les trucs, on était obligé de le tenir parce qu'on avait peur qu'il tombe, quoi. On avait vraiment peur qu'il tombe, et au moment où tu sais, il y a un travelling latéral sur nous quatre, et puis lui il est au milieu, il voulait absolument se mettre dans le clip. Nous on n'était pas du tout opposés à ça. Mais c'est cadré plan américain, mais en dessous on tenait ses jambes parce que comme il bougeait tellement, et il y avait quand même 12 mètres de vide en dessous, quoi. Donc on est sorti vivant, l'essentiel c'est que ce soit ça, quoi. Dès le début, quand le groupe a commencé, c'est sûr, de temps en temps il y a eu des engueulades, c'est normal parce que ça n'aurait pas pu fonctionner autrement. Il y a des groupes qui se battaient, donc nous on s'est jamais battus encore, donc on se battra jamais, je pense. Et c'est vrai qu'après le Pérou, on a fait beaucoup de choses en peu de temps, c'est-à-dire qu'entre le premier album et jusqu'à la fin de la tournée du Pérou, et c'est vrai qu'il y a eu le départ de Dimitri qui psychologiquement commençait à s'écarter, quoi, du groupe, et il a eu un petit bébé, donc il avait d'autres problèmes et il sentait plus trop la vie de groupe et il avait envie de voir ailleurs de toute façon. Et c'est vrai qu'on le ressentait depuis 6 mois où il n'était pas toujours disponible, ou je sais pas, on n'était plus vraiment branchés sur la même longueur d'onde, et donc il y a eu une scission mais qui s'est fait proprement, c'est-à-dire que Dimitri par exemple nous appelle encore, on est encore amis, et ça s'est pas terminé devant le tribunal avec les avocats, justement on n'a pas utilisé les avocats pour ça. Mais comme dans tous les groupes, je pense, de toute façon on a tous des avis, donc on n'a pas souvent le même avis, mais on se retrouve toujours sur des choses essentielles, on est toujours du même. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 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 rock. I was bouncing, bouncing, bust this down. Glad, go. Now, hey, no.